Salut mes petits cinérolis, je vous fais une grande vidéo pour revenir un petit peu sur mon année de jeu de rôle 2024. Maintenant je suis un gros praticien de jeux de rôle, hein. J'ai des équipes régulières avec qui j'en fais pas mal. Pour ceux qui me connaîtraient pas, moi je m'appelle Lucas, je m'occupe de la chaîne Ciné JDR sur laquelle on propose des jeux de rôle ultra intenses, ultra immersifs qui sont filmés et montés comme des films, qui sont avant tout faits pour rendre une expérience un petit peu spectaculaire et vraiment vivre un moment de cinéma pour le spectateur, pas seulement de regarder des copains en train de jouer à du jeu de rôle. Et effectivement moi je suis un gros praticien de jeux de rôle depuis mes 8 ans, hein. Je suis tombé dedans avec Warhammer et j'ai jamais arrêté. Mais c'est vrai que là ça fait quand même quelques années où c'est vraiment devenu une passion qui a pris le premier plan dans ma vie, avec la chaîne que j'ai voulu lancer, parce que je me suis dit si je faisais pas mes jeux de rôle maintenant, si je ne les filmais pas, je les ferais plus jamais dans ma vie. Donc je sais pas trop combien de temps ce truc là va durer. Pour l'instant je m'éclate encore bien avec toutes les équipes, donc on va continuer là-dessus. Mais du coup je continue moi à jouer beaucoup à côté. Ça me paraissait intéressant de vous présenter un petit peu ce à quoi j'ai joué, ce que j'ai aimé ou pas aimé, ce à quoi j'ai joué dans le cadre de mes jeux de rôle filmés, mais aussi les jeux de rôle que je fais moi avec mon groupe d'amis, chez moi. Voilà, à côté de ça on a quand même un bon rythme, hein. Moi je fais du jeu de rôle quasiment une fois toutes les 2-3 semaines, donc c'est quand même un rythme assez régulier, je trouve. Alors évidemment mon année 2024 elle a commencé en beauté avec la sortie de la deuxième partie de Alien le Destructeur des Mondes, notre adaptation du scénario assez connu et légendaire maintenant de la gamme Alien, que moi est un scénario que j'adore, et puis vraiment ce qu'on en a fait, je trouve que c'est génial. Enfin moi je m'éclate à le regarder. Après c'est mon bébé, voilà, c'est moi qui l'ai fait, mais je trouve, même si on est son premier spectateur, que c'est l'actual play que j'ai vu sur internet qui me plaît le plus au monde. Voilà, pour moi c'est mon petit chef-d'œuvre. Je suis content d'avoir réussi à faire ça parce que on est vraiment arrivé avec assez peu de moyens au résultat que j'attendais, enfin que j'espérais faire. Au début quand j'ai créé la chaîne, j'avais ce genre de résultat ultra immersif avec des effets spéciaux, avec du roleplay de zinzin. Enfin je ne connais pas un actual play qui a un roleplay aussi poussé, intense que ce qu'on a fait avec le Destructeur des Mondes, quoi. Puis le scénario est génial, enfin c'était en plein de rebondissements. Dans le format film, c'est génial à regarder, quoi. Donc je suis content parce que le Destructeur des Mondes, la partie 1, elle a déjà fait 11 000 vues, je crois, 11 000 ou 12 000 vues. Bon, c'est pas exceptionnel. Dans le milieu de l'actual play, du jeu de rôle, oui, c'est quand même un beau résultat, voilà, on va pas se mentir. Après, c'est vrai que avec tout le temps, l'investissement que j'ai mis dedans, j'aurais espéré qu'on fasse un petit peu plus. Il n'empêche que je trouve que c'est un très bel objet à regarder, c'est l'éclat total. Enfin, les retours ont été complètement unanimes, donc ça, j'ai pas de regret là-dessus. Si d'ailleurs jamais ça vous intéresse, c'est mon ami Euclidian qui a composé les 3 heures du coup de musique des 2 épisodes qui font 1h25 et 1h27, je crois, comme ça. Vous pouvez retrouver toute la bande son sur son Spotify. Voilà, donc c'est Euclidian, n'hésitez pas à aller regarder pour agrémenter aux parties, parce que je trouve que les musiques qu'elle a fait, c'est chef-d'œuvre, quoi. Enfin, on y est tellement, et voilà, si vous l'agrémentez aux parties, il n'y a pas de souci. Évidemment, on les a composés nous-mêmes, donc c'est pas pour vous en resservir dans d'autres actual play et d'autres vidéos. C'est plus pour vous à titre personnel. Si vous voulez avoir accès à ça, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est quand même notre boulot. Elle a planché comme une tarée pour faire 3 heures de musique. 3 heures, hein, de musique complètement incroyable sur le Destructeur des Mondes. Voilà, c'est pas pour que ça se retrouve ailleurs, quoi. Donc écoutez, si en tout cas vous avez vécu ce moment là avec nous, je suis content que ça vous ait plu. J'ai l'impression quand même que les retours sont unanimes. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à les regarder. Alien le Destructeur des Mondes, c'est quand même jusqu'à aujourd'hui ce qu'on a fait de plus impressionnant et de plus qualitatif sur la chaîne, quoi. Mon année rôliste a énormément tourné autour de Pax Elfica. Voilà, Pax Elfica qui est une campagne clé en main éditée par les 12 Singes. Les 12 Singes, c'est des éditions que j'aime beaucoup parce qu'ils proposent régulièrement des formats de campagne dans divers univers, dans un format justement clé en main où vous allez avoir énormément d'aides de jeu, vous allez avoir les portraits des personnages, vous allez avoir tout un setting, un univers. Ça peut être dans du Cthulhu, hein, ils ont fait la ville en jaune, les encagés, la lisière, ça peut être dans des choses un peu plus sombres comme du Arcane 15, voilà, et ces formats-là, je les adore vraiment, et donc ça faisait un moment que j'avais acquis Pax Elfica. Je suis juste extrêmement déçu parce que Pax Elfica n'a pas son coffret, et moi je veux mon coffret Pax Elfica, d'accord? Si quelqu'un m'entend, envoyez-moi un coffret, un bout de carton. Je veux un coffret Pax Elfica, voilà. Et Pax Elfica, c'est une campagne que j'aime beaucoup. Donc on a commencé fin 2023, qu'on a joué pendant tout 2024 et qu'on va terminer là en 2025, je pense, dans les 3 premiers mois grand maximum, quoi. Il ne reste vraiment plus grand chose à faire. C'est une très belle expérience. De quoi ça parle Pax Elfica? Ça se passe dans un univers médiéval fantastique, un petit peu à Donjons et Dragons. Alors moi, je vais pas vous mentir, c'est pas du tout mon délire de base, et puis je suis vraiment pas fan de Donjons et Dragons. Je n'y ai même jamais joué toute ma carrière de rôliste, hein. Donc c'est vous dire que voilà, c'est pas du tout
tout ce qui me parle. Mais le pitch de départ, je le trouvais vraiment bien, et puis toute la campagne avait l'air assez passionnante. Toute l'histoire, c'est qu'il y a une région qui est ravagée par les armées du nécromant classique. Et elle résiste comme elle peut, et les elfes d'une forêt un petit peu mystique débarquent pour sauver le monde. Et arrivent à libérer la région du joug du nécromant, et donc tout le monde les célèbre et font « Ouais, génial, vous avez sauvé tout le monde !» Jusqu'à ce que les elfes disent « Ouais, très bien, bah maintenant ici, c'est chez nous, voilà, on bouge plus !» Et donc vous allez incarner la résistance de cette petite ville qui s'appelle Brenhaven, qui va essayer de se libérer du joug de l'envahisseur elfe, le colon elfe. Donc c'est une campagne qui est toute en nuances, qui aborde plein de thèmes très intéressants sur la résistance. C'est jamais tout blanc ou tout noir, il y a plein de décisions très très difficiles à faire, mais moi ça me rappelle complètement des choses qu'on peut vivre de nos jours, comme Israël et Palestine, voilà, avec l'impérialisme d'Israël, l'État colon qui va petit à petit asservir la population, les massacrer, s'en débarrasser, les remplacer. C'est vraiment complètement passionnant comme cadre de jeu. Après, c'est bien indiqué ici, c'est pour MJ expérimenté. Parce que c'est tellement complexe à gérer. Déjà, vous avez toute une ville que vous devez connaître absolument par cœur, avec tous ses habitants que vous devez connaître par cœur. Parce que si à un moment vos joueurs vous disent, eh ben, on va aller ici, vous n'avez pas trop le temps de vous replonger dans votre bouquin en disant, ah oui, alors attends, tu vas aller dans telle taverne, on a tel personnage, quel tel arc narratif et tout ça. C'est un casting, vraiment une pléthore de personnages assez dantesque à gérer. Et surtout, vous avez 4 gros arcs narratifs qui donnent à chaque fois des pistes de scénario que vous allez pouvoir interconnecter et mélanger. Et en fait, vous allez pouvoir disséminer des petites pistes de ces 4 grands arcs à vos joueurs au fur et à mesure. Le truc du coup, c'est que c'est une des plus grosses campagnes bac à sable qui m'ait été donné de jouer. Et ça, pour un maître de jeu, c'est extrêmement compliqué. C'est dans le top 3 des choses les plus complexes que j'ai eu à faire. Voilà. Avec les masques de Nyarlathotep et les encagés, voilà, qui sont des campagnes justement très bac à sable, où pour pouvoir improviser, il faut absolument tout connaître par cœur et être prêt à toutes les éventualités. Après, les 4 arcs narratifs sont vraiment bien, ils vous emmènent dans des directions que vous ne soupçonnez pas, ils poussent les joueurs à faire des choix moraux terribles. Je pense que je ferai une vidéo un peu plus précise pour revenir en détail sur la campagne avec plein de spoils et tout ça. J'ai pas envie de vous spoiler dans cette vidéo, juste de vous donner envie éventuellement de vous la procurer. C'est une campagne du coup assez longue, hein. Nous on a mis 1 an et demi quasiment à la finir. Mais c'est plein de surprises, et puis surtout ce côté bac à sable vous permet de vivre vos propres grands moments qui des fois vont même sortir un petit peu complètement du carcan de ce qui était prévu par l'histoire. Moi j'ai des arcs narratifs qui, à la mort d'un personnage important, se sont arrêtés net. Parce qu'on ne pouvait plus les continuer comme ils étaient écrits dans le livre, parce que les joueurs ont pris des décisions assez radicales, je veux dire n'importe quoi, mais d'assassiner une personne, ou de faire tomber telle chose, telle faction et tout ça. Il y a plein de factions qui se mélangent, il y a plein d'enjeux particuliers, il y a des personnages prétirés qui sont très intéressants et très bien liés au lore de la campagne. Et on a eu des moments très forts, hein. On a eu des moments où j'ai des joueurs qui ont pleuré. Je me souviens de voir des personnages mourir auxquels les gens s'étaient très attachés. Et tu les vois partir avec énormément d'émotions, quoi. Et de toute manière, vous incarnez la résistance dans une ville qui est occupée. La libération ne se fera pas sans conséquence. Il y a énormément de gens qui sont perdus sur le chemin, et à chaque fois, c'est tout à fait difficile. Alors, les elfes ne tuent pas. L'occupant elfe ne tue pas. Justement, c'est ça qui est génial aussi avec cette campagne, c'est que ce n'est pas un occupant un peu classique. Et je pense qu'il faut vraiment le jouer comme ça. Les elfes ont des principes. Ils ont une hauteur morale par rapport aux humains. Du coup, ils ne tuent pas, mais ils les transforment en des espèces de zombies. C'est ce qu'ils appellent, ils sont enfêtés. Ça devient des personnes totalement serviles, incapables de penser par eux-mêmes, et qui deviennent un peu les esclaves qui répondent à toutes les directives des elfes. Voilà, Pax Elfica, c'est vraiment un cadre de jeu très intéressant, avec un méchant tout à fait étonnant et intéressant à jouer. C'est plein de dilemmes moraux passionnants. Et puis que je vous dis, c'est un pack clé en main avec énormément d'aides de jeu. Vous avez les cartes, les fiches, enfin vous avez tout. C'est vraiment des grands moments à vivre, quoi. Une fois de plus, les 12 singes ne me déçoivent pas. Si vous ne connaissez pas ce qu'ils font, c'est vraiment de très grande qualité. Et en plus, vous pouvez le jouer avec le système Donjons et Dragons. Vous avez un système clé en main qui est pas très intéressant comme système de jeu, mais qui fait l'affaire. Et vous pouvez le jouer aussi avec un système de Donjons et Dragons. Moi je joue avec le système clé en main parce que je ne joue pas à Donjons et Dragons et j'ai pas toutes les règles et tout ça. On a quand même réussi à vraiment bien s'en sortir et bien s'amuser. Et je pense effectivement que je vous ferai une vidéo débrief sur la chaîne de Pax Elfica pour revenir en détail un petit peu sur cette très belle aventure.
J'ai eu aussi enfin l'occasion en début d'année de pouvoir faire jouer Channel Fear. Voilà, c'est une anthologie de scénarios un peu d'épouvante. On va tous jouer des personnages d'une équipe un peu à l'équipe de la Grand JD qui sont un peu des chasseurs de phénomènes paranormaux, chasseurs de fantômes. Ça peut être un peu adapté à toutes les époques, à tous les univers modernes, Channel Fear. Voilà, j'ai fait jouer un scénario qui est très connu dans l'anthologie qui s'appelle 24 heures sur 24, où les personnages vont partir pour faire une enquête paranormale. Ils vont se retrouver sur la route dans une station-service un peu étrange dans lequel il va y avoir des phénomènes assez bizarres. Et voilà, j'ai pu la faire jouer, on s'est vraiment éclaté. Il y a un côté très ludique dans ce scénario, très effrayant aussi, hein. Voilà, ça marche très très bien, mais à jouer c'est très sympa. Et puis il y a un côté un peu contre la montre qui est très intéressant à jouer. Si vous connaissez pas Channel Fear, voilà, ça coûte vraiment pas cher, hein. C'est 25 euros, vous pouvez le commander directement sur le site. Et dedans vous avez 9 scénarios, il y en a vraiment 3 ou 4 moi qui me plaisent beaucoup. Mais je sais pas si j'aurai le temps de les faire jouer, en tout cas en one shot comme ça en une soirée, c'est vraiment chouette, c'est efficace. Système extrêmement simple à jouer, donc voilà, c'est presque un prétexte. C'est plus là pour l'histoire que pour le système que vous allez jouer à Channel Fear, c'est très sympa. En cours d'année également, nous avons pu continuer notre passionnante exploration avec mes amis du monde de Degenesis. Degenesis, vous le savez, qui est mon univers de jeu de rôle préféré. Si vous avez déjà vu des vidéos, je trouve que c'est le jeu de rôle total, quoi. C'est vraiment le chef-d'œuvre du jeu de rôle, autant dans la forme que dans le fond, que dans le... Il y a un lore qui ne cesse de vous hanter, qui est infini à explorer, voilà, sur un monde post-apocalyptique qui renaît de ses cendres, dans lequel vous allez jouer un petit peu les humains qui vont lutter pour leur survie contre des nouvelles formes de créatures, l'Homo Degenesis, qui vont remodeler la surface de la Terre à leur image. Donc c'est une lutte pour l'humanité dans un monde extrêmement sombre. Et donc on a poussé un peu le vice très très loin avec mon groupe de potes et donc Cyril, le MJ masqué, qui était notre maître de jeu du coup, parce qu'il y a un scénario qui se passe en Suisse. Et que nous sommes allés tourner en Suisse. On s'est pris un petit van, enfin tourner, non, on a fait une petite vidéo souvenir, on peut aller voir ça sur sa chaîne. Mais le jeu de rôle, on l'a joué dans notre van pendant qu'on se faisait un petit road trip en Suisse, voilà, au pied des montagnes pour vraiment se projeter dans ce scénario qui se passe en Suisse. Enfin, c'est plus la Suisse, c'est les Helvetica, voilà. Donc je m'étais créé un nouveau personnage à ce moment-là. Et ce personnage qui a survécu, Edgar Heuser, voilà, qui est une hospitalière. Je vous mettrai le petit personnage, je vous mettrai la photo, qui est une hospitalière complètement brûlée, voilà, au 3e degré un peu partout sur son corps. Et j'ai pu la reprendre pour terminer les grandes campagnes qu'on faisait et jouer à Black Atlantic, voilà, le dernier volume de la campagne de Degenesis, enfin le 3e volume, il était censé y en avoir d'autres, hein. On sent clairement que c'est pas la fin de l'histoire quand on le joue, mais ça donne envie, effectivement. On voit dans quelle direction ça peut aller après une campagne en Afrique et puis une campagne voilà, pour la survie de l'humanité. On sent que ça peut aller dans d'autres directions. Donc non, c'était vraiment génial. Ça se aussi se démarquer des autres campagnes qu'on avait faites. C'est peut-être un scénario qui est un peu plus linéaire, mais où il y a aussi pareil des dilemmes moraux assez forts. Il y a toujours les grands moments marquants. Et puis j'étais avec la meilleure équipe de role-players que je connaisse en fait. C'était la meilleure équipe de role-player avec qui j'ai pu jouer toute ma vie. Et Cyril, c'est très marrant parce qu'il a fait, le MJ Masqué, il a fait revenir un de mes anciens personnages dans le scénario et c'était génial. Et du coup, à un moment, j'ai pu jouer mes 2 personnages dans un truc un peu schizophrène où je vous ai parlé les deux avec leurs voix différentes. Une, c'est une petite nana à la voix un peu éraillée et l'autre, c'est un grand colosse géamétan, voilà, qui était un personnage assez culte pour moi, qui est mort, qui a fait un beau sacrifice à la fin. Voilà, était prédestiné à avoir une fin un peu épique. C'est Redam Kassatz, je pense que c'est un des personnages que j'ai le plus aimé. C'est peut-être mon personnage de jeu de rôle préféré que j'ai pu incarner, voilà, qui était quand même assez signifiant, avec qui j'avais fait toute la campagne Jeu de Massacre du coup de Degenesis. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore Degenesis, essayez de vous les procurer, hein, c'est des magnifiques livres, c'est un magnifique univers, c'était des incroyables campagnes. Ça m'a donné envie, moi, d'écrire une espèce de mini-campagne qui servirait de scénario d'introduction, parce que je trouve que la première campagne, En ton sang, est un petit peu trop exotique, on va dire, dans le sens où elle va montrer un pan de l'univers très spécifique de Degenesis, ce qui n'est pas trop représentatif. Voilà, de l'univers de Genesis. Et moi j'ai l'idée d'une campagne, d'un convoi qui partirait de justiciennes et qui mélangerait énormément de factions pour se rendre dans l'Est, aller chercher les secrets perdus, voilà, donc c'est ça que j'ai envie d'écrire. Et puis évidemment, si ça ne sort jamais, j'aurais aussi envie d'écrire la suite pour terminer cette histoire de l'humanité et qu'on puisse refermer la parenthèse et qu'on se dise ok, là on a une vraie fin des Genesis.
On sait où s'en va l'humanité, on sait dans quel chaos elle se trouve, et si elle a trouvé sa salvation ou pas. Il y a toujours ces moments géniaux dans des Genesis où les gens autour de la table se regardent en disant waouh, c'était trop bien et tout. Bah, souvent, le titre du livre est inclus dans le scénario. Et là, dans ce dernière étape, quand tu te rends compte qu'est-ce que c'est Black Atlantic, ah, ça fait un petit frisson quand même. C'est génial voilà, d'avoir vécu tout ça. Et j'ai un pote, son personnage admin a réussi à survivre aux 3 campagnes. Bon, les 2 premières, il s'est barré avant le climax, il avait ses raisons, mais voilà, il n'a pas joué non plus, il n'a pas pris trop de risques. Mais c'était trop bien qu'il ait pu, que son personnage ait pu évoluer et pu se transformer aussi sur 3 campagnes. Enfin, à vivre, c'était exceptionnel, quoi. C'était exceptionnel, voilà. En tant qu'expérience de jeu de rôle, je n'aurais pas mieux. Enfin, pour moi, c'est un summum ce qu'on a fait. Jeu de massacre, Black Atlantic, c'est un summum de rôlisterie. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à avoir autant de sensations qu'avec ça. Je sais ce qu'on a atteint. Maintenant, je vais toujours essayer de réussir à retrouver un petit peu ce sentiment-là et d'atteindre toujours cette perfection qu'on a pu avoir. Je ne crois pas qu'on puisse faire mieux en tant qu'expérience rôliste que ce qu'on a pu avoir avec des Genesis. J'ai eu l'occasion en fin d'année de clôturer la trilogie Alien en faisant jouer Le Cœur des Ténèbres, voilà, qui est un excellent scénario. Pareil, Arcane Asylum, là, il propose des campagnes clés en main où dedans vous avez tous les feuilles de personnages, les cartes, les cartes d'armes, les cartes des vaisseaux et tout ça. Et vous avez des personnages préécrits, c'est des scénarios qui sont toujours assez palpitants et assez passionnants. Celui-là, je trouve que son petit défaut est qu'il commence un petit peu comme le Chariot des Dieux, qui était le première partie de la trilogie. C'est-à-dire que tu trouves grosso modo, tu trouves un vaisseau abandonné où tout le monde est mort ou bizarre à l'intérieur et tu te demandes ce qui s'est passé et tu dois un peu enquêter. Là où je trouve qu'il lui est supérieur, c'est que les personnages préécrits et pré-tirés sont vachement plus intéressants, vachement plus passionnants et vachement mieux écrits que dans le Chariot des Dieux. Parce que dans le Chariot des Dieux, je trouve que c'est des personnages vraiment très lambda, qui se caractérisent en fait juste par le fait que ils soient pilotes ou ingénieurs ou mécaniciens, voilà. C'est pas les personnages qui sont très intéressants, alors que là vraiment c'est des personnages qui ont tous des secrets assez dingues et ça va pousser les joueurs dans leur retranchement à des moments assez critiques et ça va pousser vraiment le roleplay à son paroxysme. Voilà, ça va être beaucoup d'interactions entre les joueurs et surtout la fin de l'histoire va vraiment s'écrire en fonction des choix des joueurs, en fonction aussi des oppositions qu'ils ont pu créer pendant la partie, en fonction des intérêts de tout un chacun. Et si à un moment il y a un personnage qui meurt pendant la partie, et bien pour prendre des décisions à la fin, ça risque de créer des déséquilibres et tout ça. Enfin, c'est vraiment passionnant. Je trouve que le final est complètement dingue et épique et over the top. Il peut être lié ce scénario aussi à la campagne Bâtir des mondes meilleurs, qui va être la campagne que je vais lancer au début de cette année 2025. J'avais fait avec le MJ Masqué en tant que maître de jeu la campagne des Marines Coloniaux, c'est un très bon souvenir. Mais dans ce que j'ai lu, je préfère encore plus la campagne des mondes meilleurs, qui est une espèce de campagne où tu vas aller coloniser des planètes. Et puis ce que je vais faire, c'est que dans chaque scénario, même les scénarios écrits du bouquin, il y a tout un système où tu peux créer une nouvelle planète et tout ça. Je vais utiliser ça plutôt que d'utiliser les planètes qui sont décrites dans le livre pour vraiment qu'on ne sache pas trop à quoi s'attendre. Et si les joueurs tombent sur une planète volcanique ou une planète complètement aquatique, et ben j'adapterai le scénario et ça fera justement quelque chose de vachement plus vivant, voilà, un univers vachement plus sympa pour les joueurs. Bien vraiment ce côté SimCity, tu dois créer tes colonies, tu dois gérer les missions, tu dois choisir la politique et tout ça. Donc voilà, j'ai très hâte de faire ça. La gamme Alien, c'est génial, hein. Franchement, c'est une masterclass. Le système est hyper simple, hyper fluide, c'est hyper fun. Et tous ces scénarios cinématiques là, ce qu'ils appellent les scénarios cinématiques, donc ils se font un peu en one shot, hein, qu'on peut faire généralement en 2 sessions, comme le Destructeur des Mondes, comme le Chariot des Dieux. C'est des scénarios qui sont vraiment super bien écrits, très prenants, très rigolos à faire. Et puis il y a ce truc où tu sais que tu n'en as que pour que 2 sessions, donc tu vas te permettre de faire des choses avec ton personnage, par exemple extrêmement dangereuses, ou que ton personnage meurt, c'est dans Alien, donc voilà, en tout cas tu te permets des choses, tu n'as pas trop peur pour ton personnage, dans le sens où tu peux le sacrifier dans des grands moments un peu épiques, qui vont un peu secouer tout le monde. Voilà, c'est quand même le but du jeu de ces scénarios-là, et donc les 3 j'ai trouvé de très grande qualité, même si le Destructeur des Mondes, c'est évidemment à mes yeux un chef-d'œuvre indépassable. Et qui aurait sa place dans un vrai film aux côtés d'Alien Romulus, qu'on en fasse un film du Destructeur des Mondes, putain, c'est trop bien. Alors, en cette fin d'année, en plus de tous les épisodes de Game of Thrones que j'ai pu sortir, hein, que moi c'est aussi ma série de cœur, hein, voilà. Le fait qu'on ait pu avoir 16 personnages dans cette saison 2, c'est vraiment Game of Thrones, tous ces trucs qui s'entremêlent et tout ça, j'adore, enfin je m'éclate toujours autant sur les épisodes, ça prend énormément de temps, hein, voilà, c'est toujours très chronophage, mais je m'éclate toujours autant. Mais là, on a quasiment fini, on vous prépare en janvier, fin janvier, une
absolue masterclass puisque j'ai adapté l'anneau unique, voilà un scénario de la boîte d'initiation de l'anneau unique qu'on a adapté, que j'avais déjà fait jouer un peu à des amis, enfin à mon coloc et à des copains à lui, un peu en pré-test pour voir un petit peu comment ça allait rendre, et c'était vraiment génial, on s'était vraiment éclaté. Enfin tu joues des hobbits, donc déjà tu donnes des personnages pré-tirés hobbits à des gens, mais déjà mais c'est l'éclate quoi. C'est l'éclate autour de la table, de s'amuser à jouer des petits hobbits et tout, non c'est génial. Puis des aventures extrêmement mignonnes. Et voilà, on vous prépare un très très beau truc. Pareil, on a composé toutes les musiques de ce film, hein, qui sera en format film de 1h25 je crois. 1h25 ou 1h27. Ça va être grandiose, vous allez voir, c'est une replongée dans la comté vraiment. Et donc je l'ai fait jouer juste pour m'entraîner et je l'ai refait jouer pour le film, pour qu'on ait pu s'enregistrer. Et ça, je peux pas vous vendre du rêve, mais c'est trop bien quoi. Enfin, pour n'importe qui aime le Seigneur des Anneaux, vous allez voir pareil, on atteint je trouve des sommets de RP. Mes joueurs ils sont trop forts en fait, ils sont trop forts. Après je les ai boostés, hein, voilà, la direction d'acteur ça existe, hein. Ça se prépare de bien jouer, hein, voilà, les gens ils se réveillent pas du jour au matin en étant chauds dans leur rôle, hein, voilà. Donc ça se prépare, mais vous allez voir qu'ils sont en roue libre en fait. Ils sont en roue libre, c'est génial. C'est génial, genre j'ai l'impression d'avoir appuyé sur un bouton et hop j'avais 4 hobbits en face de moi qui étaient absolument géniaux. C'est hyper drôle, c'est hyper touchant. J'ai hâte de vous montrer ça, ça arrive fin janvier, ça je vous le promets, voilà. Effectivement, Pax Efficace a pris beaucoup de place dans cette année, donc c'est un petit peu tout ce à quoi j'ai pu jouer cette année. Je trouve que ça a été en tout cas très très riche. Je suis content parce que mon bilan, c'est que là où je travaille, dans l'endroit où je travaille, tous mes collègues se sont mis au jeu de rôle et vraiment en une année, mais ça s'est répandu comme une traînée de poudre. J'ai des collègues, des copains qui sont complètement tombés dedans et j'ai notamment un collègue qui est devenu complètement addict, enfin Fabien, qui joue dans beaucoup de mes campagnes, qui joue Chaplin du coup dans le Destructeur des Mondes, qui a acheté tout Alien, qui a acheté Deadland, qui a acheté les dés et tout, et il a fait jouer au moins, je sais pas, 7 parties autour de lui à des gens, donc le jeu de rôle, ça s'évangélise les amis, il faut prêcher la bonne parole, donc continuez de faire découvrir un petit peu le jeu de rôle autour de vous, faites jouer les gens, montrez-leur à quel point c'est un hobby absolument génial et ludique. Et puis on se revoit en 2025 où je ferai un petit bilan, mes gros projets du coup en 2025, projets vidéo je les garde secrets, mais les projets que je vais faire jouer moi c'est Alien Bâtir des mondes meilleurs, la campagne, et ensuite on va se lancer dans les masques de Nyarlathotep, une énorme campagne cultissime de Cthulhu que j'ai déjà fait jouer, que j'avais adoré, maintenant j'aimerais beaucoup la rejouer avec des grands roleplayers comme je peux avoir à mes tables, qui sont des très très grands joueurs, qui savent vraiment aller dans des émotions très fortes, et je me dis qu'à leur faire vivre, ça va être complètement exceptionnel. A très vite mes petits ciné-rollistes sur CinéJDR, on vous réserve des très très belles choses en format cinéma ultra intense et immersif. Faites tourner ça autour de vous, faites découvrir la chaîne, ça nous aide beaucoup, ciao.